Ok, on continue. Je vais rappeler un peu les trucs qu'on a parlé hier. On avait une surface sans point conjugué. Ok, le genre c'est 2. Bon. On sait que le revêtement universel, c'est R2, c'est le plomb. Hier, on a parlé du bord, le bord de Gromov, qui est l'espace des rayons géodésiques qui sont asymptotiques. Okay. Et hier aussi, on a vu qu'on met une topologie de telle sorte que le bord, c'est le cercle, SO. Et aussi, j'ai oublié de le dire qu'on peut étendre les topologies du bord et la topologie de recouvrement universel tel que, quand on regarde l'adhérence, la topologie, c'est juste la topologie du disque. Je vais l'écrire ici. Remarque, les topologies et ces deux topologies s'étendent naturellement à l'adhérence. S'étendent naturellement à l'adhérence qui est, je l'écris comme l'adhérence comme ça, union M tilde. Et cette extension, c'est de telle sorte que cette application phi est définie de la boule, c'est comme ça. Phi de V, c'est exponentielle, l'application exponentielle, 1 moins norme de V. Si la norme de V, c'est strictement inférieur à 1, et c'est la classe d'équivalence de la géodésique si la norme de V, c'est égal à 1. Okay? Ici, V, c'est cette application, ça va de B, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont dans l'espace tangent unitaire vers le bord. Vers le bord, union, c'est le disque. Inférieur ou égal, pardon. Inférieur ou égal. Donc, on fait l'extension telle que cette application, c'est naturellement tel que c'est un homéomorphisme. Okay? Phi un homéomorphisme. OK. Maintenant, l'idée du cours d'aujourd'hui, c'est de faire la construction des mesures de Patterson-Sullivan et essayer de démontrer quelques propriétés statistiques. Par exemple, le fait que c'est mélangeant. C'est une propriété importante qu'on va utiliser pour faire le comptage des orbites. Peut-être le dernier cours, on va faire ça. Et pour cela, on a besoin de définir les densités de ces mesures qui sont les fonctions de Boozman. C'est ce que je vais introduire maintenant. Les fonctions de Boozman. Soit. Hein? Tu avais noté hier SPM, le degré d'hypertension en fait. Ah oui. Donc, c'est TPM. Oui, c'est TPM, oui. C'est TPM, oui. C'est ça, merci. Pardon. Oui, c'est TPM, oui.
Maintenant, soit P dans M tilde et V dans SPM tilde. Maintenant, on définit la fonction BV qui est de M tilde vers R par BVQ. C'est la limite quand t tend vers l'infini de la distance entre Q, CVT moins T. C'est quoi ça? C'est juste, tu as la géodésique. Ici, CV, VP, ça c'est CV. Par exemple, ce point-là, c'est CVT. Et tu as un point Q ici. Tu veux savoir c'est quoi la valeur de la fonction à ce point. C'est juste, tu prends ces deux distances. Tu prends cette distance-là, moins cette distance. Et tu prends la limite quand tu es en vers infini. Cette fonction existe parce que les géodésiques ici sont globalement, comment dire encore, sont globalement minimales, ok? Je veux dire que tu n'as pas deux géodésiques qui joignent Q à CVT du fait qu'on n'a pas de point conjugué, ok? Et de là, ok, en général, quand tu as juste... c'est facile de voir que cette fonction est lipschitzienne, n'est-ce pas? Tu fais juste un truc de... une égalité triangulaire. C'est facile de voir que, par exemple, si tu prends BVQ moins BVQ', ou bien tu mets juste ici... tu mets là-bas, tu mets là-bas Q', ok? Si tu mets Q', tu peux avoir l'autre, c'est facile de voir ça. Plus Q', ok? C'est lipschitzienne, c'est facile à voir, mais en général, remarque, quand la courbure est inférieure ou égale à 0, alors cette fonction s'est déclassée infinie. Infini. Et maintenant, dans le cas de sans point conjugué, cette fonction, c'est juste C11. Okay? Oui, ici la limite existe parce que les géodésiques sont... Ok. Ici les géodésiques sont globalement, comment on dit encore, globally minimizing. Je ne sais pas comment on dit ça. Ils sont minimisantes globalement. Bon. Pardon? En courbe négative, il y a une propriété de convexité. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est, tu as parfaitement raison. Sans point conjugué, c'est pas trivial, je dois dire. C'est pas trivial. C'est pas trivial. C'est un résultat de Eschenberg de 1977 qui a démontré que ça existe. C'est pas trivial. Ouais. C'est pour les surfaces. Pardon? C'est vrai pour les surfaces. C'est vrai pour juste 100 points conjugués, cette limite existe. Riemannienne, 100 points conjugués, c'est limite exacte. Et oui, Eschenberg a démontré que cette limite existe et tu as toujours le gradient de cette fonction BV, sa norme c'est 1. Toujours 100 points conjugués, n'importe quelle dimension. C'est pas trivial sans point conjugué. Il y a un truc à faire. Il y a une preuve. Il y a un article là-dessus.
Et ça aussi, c'est pas trivial, bon, mais c'est pas l'objet du cours. C1, ça veut dire que le gradient est Lipschitzian. C'est pas aussi trivial, ça. OK. De là, on définit les horosphères. OK. On peut définir les horosphères. C'est ce que Cher en a parlé un peu hier, mais dans le cas hyperbolique. Ici aussi, on peut utiliser ces fonctions pour définir HS de V, qui est l'ensemble des points c'est les niveaux de la fonction de Boozman. Et on définit aussi le horosphère stable. Et on définit aussi le truc instable comme étant HS de moins V. Ça, c'est juste quand tu regardes dans le disque de points carrés, c'est ce que cher Anna on peut parler hier. Quand tu prends les horosphères, c'est comme ça. Par exemple, si tu prends une géodésique qui est ici attachée à V, et ça, c'est HSV. Il y a une notation que je veux aussi utiliser le long du cours qui fait une identification entre le fibré unitaire tangent, une notation qui représente une bisection entre S, M, tilde. J'ai une bisection avec M tilde fois le bord, comme ça. C'est quoi ça? Si tu prends un vecteur ici, tu l'associes à deux points. L'un des points, c'est la projection du V, le point où V est attaché, et le gars là. Okay? Ça donne une bisection. Parce que si tu prends n'importe quel deux points, tu auras la géodésique qui joint et tu peux définir V. Donc pour des notations, pour la fonction de Boozman, je vais aussi utiliser cette notation BVQ. Je peux l'écrire BVQ et la classe d'équivalence de V, comme ça. Des fois, je vais utiliser j'utilise cette notation, ok? Ou bien, on peut juste utiliser BPQC, comme ça. Les points du bord, je ne les note pas ici. Et puis, P, c'est dans M tilde. Okay. Dans la topologie du bord, là, le défend, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une structure en plus? Est-ce qu'on sait qu'il y a une structure eulérienne, le bord? C'est structure pas? Eulérienne, c'est-à-dire les changements de phase entre les différentes sphères. Oui, ça c'est une bonne question. En dimension 2, quand on a, comment dire encore, en courbe négative, on peut mettre une structure de classe, une structure lisse de cette topologie du bord. Mais dans le cas sans point conjugué, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut faire un peu plus que continu? Non, parce que, oui, c'est une bonne question. Parce que, oui, c'est ça, effectivement. Parce qu'on ne sait pas si les sphères varient d'une manière holdérienne. Alors, c'est même pas holdérienne? Non, c'est même pas holdérienne. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est continu. Qu'il est continu. On peut dire que chaque, comment dire, oui, c'est juste ça. C'est juste la continuité. C'est un très grand problème.
C'est un très grand problème. C'est l'un des problèmes pourquoi même on ne peut pas faire plus que mesure qui maximise l'entropie. Parce qu'on aimerait faire comment on dit encore, les mesures d'équilibre pour les potentiels qui ne sont pas zéro. Tu as besoin que ce potentiel soit holdérien et tu auras besoin que cette structure soit holdérienne, mais on ne l'a pas. C'est l'un des points où oui. Bien, c'est juste continu. OK. OK, ça c'est juste une notation. Une remarque qui est importante pour nous, peut-être vous pouvez le voir, dans le cas où la courbure est négative, on voit que l'intersection entre les orosphères, c'est juste un singleton. Pourquoi ça? Par exemple, qu'est-ce que cela veut dire? Tu as 2 points ici. Si tu as 2 points dans cette intersection, ça veut dire que le long de ces 2 points, on a 2 géodésiques, par exemple. Ça. Ça. Et peut-être tu as ça, qui s'intersectent le long d'une courbe. Cela veut dire que le long de tu as ces 2 géodésiques qui restent à une distance bornée pour tout le temps. Et en courbe négative, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir, c'est ce qu'on appelle expansive. Je ne sais pas si c'est le mot en français, les flots qui sont expansifs. C'est le mot en anglais, expansif. C'est le mot en anglais. Par exemple, c'est ce que tu as, par exemple, pour ce genre de surface. Pour ce genre de surface, ces géodésiques-là, si tu les prends dans le recouvrement universel, c'est juste des trucs comme ça, OK? Ils restent à distance égale, ces géodésiques ici. Donc, à l'infini, ils représentent le même point. Ces 2 géodésiques, à l'infini, ils représentent le même point. Donc, tu vas voir que les orosphères vont se rencontrer en une courbe, OK? Qui n'est pas triviale, qui n'est pas seulement... Ça c'est l'un des problèmes pour généraliser ce qu'on sait en courbure négative dans le domaine, même dans ce cas-là. OK. Et je vais aussi définir... OK. Je vais aussi définir c'est quoi le produit de Gromov. Le produit de Gromov, c'est juste la fonction, tu as le P qui est dans M tilde, et tu as cette fonction, bêta P, qui est définie de moins la diagonale vers R. OK, cette fonction, c'est quoi? Tu prends ça, c'est la compactification. Ça, c'est toujours maintenant M tilde union M tilde, comme ça. Tu prends 2 points qui sont distincts du bord, θ. OK? Et je peux toujours connecter ces 2 points par une géodésique. OK? OK? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai un autre point, j'ai un point P ici. Pour savoir c'est quoi cette distance, je prends l'orosphère qui est attaché ici et qui passe par P, et l'orosphère qui est attaché et qui passe par P, et je prends cette distance. Cette distance-là, c'est le produit de Gromov des 2 points. Okay. Cette distance... Bon, quand tu es dans le cas homogène, dans le cas hyperbolique, tous ces trucs, c'est trivial et c'est ça. Si et état. OK, il y a une manière de définir, c'est ça, c'est
bêta. Algébriquement, si eta, c'est BPQC plus BPQ eta. Et ici, Q, c'est n'importe quel point. Q, c'est un point. Est un point d'une géodésique joignant à état. J'ai mis ici d'une géodésique. Pourquoi? Parce que généralement, tu peux avoir plusieurs géodésiques qui joignent ici à état, par exemple dans ce cas de figure. Mais cette distance ne dépend pas du choix de la géodésique. Okay? Et ça, c'est deux quantités qui sont utiles pour nous pour définir les mesures les familles de Patterson-Sullivan measures. Et il y a un autre truc que je veux parler aussi avant de passer à la construction des mesures. C'est on dénote. Ok, je prends ça comme le groupe fondamental, ok? Ok, on sait que ça agit sur le recouvrement universel par isométrie, cette action. Et Cher en a parlé des axes dans son cours. Et ici aussi, à chaque élément de gamma est associé à un axe. Ok? Je veux dire, c'est ça le lemme ou bien. Pour tout gamma, il existe une géodésique telle que gamma de C égale C. Ok, je peux même l'appeler C gamma. C'est l'axe de gamma. Pour démontrer ça, ce n'est pas très, très difficile. Vous pouvez juste prendre, comment je veux dire, tu peux définir, tu peux trouver Q0 tel que la distance entre Q0, gamma Q0, c'est l'inf de Q dans M tilde de la distance de Q gamma Q. Et là, pour réaliser cet infinimum, tu utilises le fait que M c'est compact. Okay? Tu utilises le fait que M c'est compact pour réaliser cet infinimum. Okay? Tu utilises le fait que ça c'est compact. Et compact. Pour réaliser cet infinimum, et dès que tu as cet infinimum, bon, vous allez utiliser la définition de l'infinimum pour tout epsilon et tout ça. Et la géodésique, soit c'est la géodésique joignant Q0 à Q0 à gamma Q0. Et cette géodésique va satisfaire cette propriété. Okay? Vous pouvez vérifier que gamma de C égale à C. Parce que si tu n'as pas gamma de C, si c'est passé, tu auras un truc comme ça. Par exemple, si ça c'est C, disons gamma de C, c'est ça. Disons que tu as ici Q0, gamma Q0. Okay, pardon, gamma Q0 doit être ici. C'est ici gamma Q0. Q0, pardon. Pourquoi ce 1 c'est strictement positif? Pourquoi il n'est pas parabolique? Pourquoi ce 1 des distances de Q à gamma Q? Pourquoi il est strictement positif? Pourquoi c'est strictement positif? Parce que l'action de...
Pourquoi c'est strictement positif? Bon, ici, le gamma, c'est un élément du groupe fondamental deck transformation. Il envoie un domaine fondamental à un autre domaine fondamental. Donc, tu ne peux pas avoir un truc qui est... comment dire, si gamma n'est pas identité. Okay, si gamma n'est pas identité, tu auras un minimum. Oui, je dois mettre gamma n'est pas identité ici. C'est pas clair? Pardon? Juste peut-être là-bas à gauche. Oui. À droite. À droite. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends 2 points, l'image, c'est borné par un truc qui est supérieur à un truc qui est universel. Pardon? La compacité, oui, c'est ça. Tu as le fait que cette action est compacte, le quotient est compact ici. C'est ce que tu utilises ici. Tu ne peux pas s'en passer, bien sûr. Oui. C'est plus grand que... C'est ça qu'on définit même le truc, la norme de gamma ou bien la longueur de gamma. Oui. Effectivement, c'est ça. Oui. Il y a un rayon d'objectivité qui est strictement positif. Oui, c'est ça. Oui, positif, oui, c'est ça, oui. Cette constante, c'est 2 fois le rayon d'objectivité. 2 fois. 1,5, oui. Oui, c'est ça, il y a un truc comme, quelque chose comme, il y a une inégalité, oui. Et ensuite, moi je n'ai pas compris, désolé, je t'embête. Non, je suis totalement content de... Pardon? T'es prêt à souffrir. Ok. Et donc l'unicité de la géodésique, voilà, c'est parce que... L'unicité de la géodésique, c'est? Tu prends une géodésique, parce qu'a priori, tu peux en avoir plusieurs des géodésiques. Non, qui joint 2 points, je ne peux pas, parce que je n'ai pas de point conjugué. Il n'y a pas de point conjugué. Oui. Et Maintenant, ce que je dis, c'est que cette géodésique doit être invariante par gamma. La géodésique qui joint le Q0 à gamma Q0. ça, moi, j'ai pas encore compris. Oui, ok. On peut voir. Ici, on peut voir, on a ici gamma carré de Q0 qui est quelque part ici. C'est ça la géodésique, c'est. Voilà, il faut le montrer, je suis d'accord, il faut montrer que gamma carré Q0 est dessus. Oui. Disons que ce n'est pas dessus. Tu as les 2 géodésiques qui font comme ça. Ouais. Et du coup, gamma carré Q0 doit être ici. Q0 doit être ici. Et tu peux utiliser l'inégalité triangulaire pour voir que ici tu peux... Ok. La distance... Tu dis que la distance de Q0 à gamma carré Q0 va être strictement plus petite. Oui, va être strictement plus petite que... La distance de gamma Q0. Oui, quelque chose comme ça. Je n'avais pas écrit les détails, mais je suis sûr que c'est ça qui donne. Ouais. Q0. Oui, c'est ça. Gamma Q0 plus la distance de gamma Q0, gamma carré Q0. Et là, tu peux enlever les gamma. Donc, c'est 2 fois.
Et tu vas voir que ceci, c'est supérieur à... Ceci, c'est supérieur à 1,5. Ceci, c'est supérieur à... La distance entre ce que tu m'as inférieur à ça. Parce que ce qui se passe en concluant négatif, c'est que ce 1, c'est aussi la limite de distance de 1 sur L, la distance de Q et MNQ. C'est ça qui se passe en... Oui, mais attends, ici, on peut juste... attends, je dois juste me rappeler de ce truc. Juste pour pouvoir le faire. Ce qui est supérieur à 2 fois... Tu auras ça, c'est supérieur à 1,5 de ça. Ok, je vais faire. Attends. Pardon? Oui, mais tu vas faire dans le cas homogène. Mais je suis sûr que... Je suis sûr qu'il y a... attends, je suis sûr que c'est ça qui doit faire l'affaire. Je veux démontrer que je contredis le fait que ça, c'est l'infinimum. OK? Pardon? C'est supérieur à 1,5 de ça. Mais 1,5 de ça, c'est pas exactement ce que je veux. Attends. Je suis sûr. C'est ça gamma Q0. C'est ça gamma carré Q0. Cette distance est les mêmes. OK. Non, là, je suis sûr que peut-être... OK, c'est ça. Gamma Q0, c'est ici. Je dois montrer que ça, c'est plus petit. Je dois montrer que ça, c'est plus petit. C'est plus petit que ça. OK. Distance. Non, Q0, je l'ai déjà ici. Je vais vous montrer que ça, c'est invariant. Je vais vous montrer que gamma carré de Q0, c'est ici dans cette géodésique ici. OK. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Je suis sûr que c'est cette figure qui doit donner...
distance entre Q0 et gamma Q0, c'est supérieur à... Oui, oui, c'est dans pi en dm. Je fais comme ça. Attends, je vais faire comme ça. C'est supérieur à la distance entre Q0 et... Oui, oui, tu peux faire ça. Maintenant, c'est simple. Tu fais comme ça. Tu as cette distance. Tu peux utiliser aussi l'inégalité triangulaire pour voir que ça, c'est strictement supérieur à... Ah non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. OK. OK. Ça veut dire que je suis bloqué. Moi, si je comprends, qu'est-ce qu'on vous montre? Là, ça, c'est strictement positif. Non, non. Le F, c'est positif du fait que tu as le rayon d'injectivité, c'est plus grand que... oui, plus grand qu'un nombre. Et je veux montrer que... Gamma Q0 est dans C. Gamma Q0... Oh, peut-être c'est la figure qui... C'est la figure... Oh, c'est ça. Ouais. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, c'est gamma Q0 n'est pas ici. C'est ce qu'on va montrer. Pardon. C'est ça qui n'est pas bon. Gamma Q0, c'est quelque part ici. Oui. Gamma Q0, c'est quelque part ici. Et on... Il faut montrer que c'est pas possible. Il faut montrer qu'il reste dans C. C'est ce qu'on va montrer, c'est ce point-là. C'est ce qu'on va montrer. Et du coup... La distance entre Q0 et gamma Q0. Ah non, pardon. Ah, je suis foutu là. Je l'ai encore tordu, pardon. Gamma Q0, c'est ici, parce que c'est la géodésique qui joint gamma Q0. Et gamma carré Q0, c'était bon ce que j'avais écrit. Okay. Le point, c'est qu'en courbure négative, cette fonction Q donne distance de Q à gamma Q, elle a une propriété de convexité. Oui. Donc l'ensemble des points où elle réalise son 1, il est totalement géodésique. Donc ce qui va faire que, en particulier, il va contenir la distance entre Q et gamma Q, tu vois. Il va contenir la géodésique entre Q et gamma Q dans son entier. C'est ça qui se passe. Oui, oui, mais je suis sûr que dans ce cas de figure, il y a ce... Parce que je veux dire, c'est qu'il faut une information en plus, c'est pas juste un raisonnement métrique. En courbure négative, il faut... Non, il y a un raisonnement... Donc toi, tu es en train de dire, moi pour l'instant, tu n'es pas en train d'utiliser le fait qu'il n'y a pas de point conjugué. Donc, quelque part, tu es en train de dire c'est vrai dans n'importe quelle variété riemannienne. Ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Bon, le fait que c'est infini... L'existence ici utilise le fait que tu n'as pas de point conjugué. L'existence du 1? Oui. Bah, tu as juste dit, il y a une minute, tu as dit que c'était juste une propriété du rayon d'injectivité. Ah non, ça c'était pour montrer que ça c'est positif. Tellement positif. L'existence du 1, pas le 1, c'est souvent. Le fait que ça c'est positif, mais le fait qu'il y a un point qui réalise l'infinimum, ça c'est pas trivial. C'est pas juste une propriété de compacité, ça. C'est la compacité qui nous sert. Je pense pas. Je pense pas. C'est un minimum. Oh, oui. Peut-être ce que je vais faire. Moi, ce que tu dis, moi je sais pas, mais je suis. Ce que tu dis pour l'instant, j'entends juste des arguments de compacité. Donc je vois pas où tu as utilisé son point conjugué pour l'instant. Je suis sûr que ce que j'ai en tête, c'était juste cette figure qui donne, je veux dire, le fait que c'est invariant. Tu n'as pas besoin d'utiliser la métrique. Voilà, donc toi tu dis, dans n'importe quelle variété riemannienne, Oui, oui.
gammas différentes identités dans le revêtement universel, il existe une géodésie gamma. Pas tout à fait ça. OK. OK. Là, tu as envie de démontrer ça parce que tu... Oui, c'est ce que je veux démontrer. C'est assez chaud, mais c'est manière pour savoir si c'est vrai. Oui. Moi, je pense qu'on va faire comme tout à l'heure. Mhm. On va réparer. OK. Ça permet de continuer dans le film. Ouais. C'est Tic qui va Tu vas faire le cas homogène. Non, non, Tu vas faire le cas homogène. mais on va revenir dessus. Non, C'est pas grave. Oui. On va essayer de réparer ça. Oui, peut-être je vais revenir là-dessus. Je vais regarder encore maintenant, je vais vérifier et je reviens là-dessus. Désolé. OK. Ouais. OK. Le temps file et je n'ai pas encore défini les mesures. OK. Qu'est-ce que je fais maintenant? OK, je vais définir maintenant un truc qui est l'entropie de Manning. Okay. C'est quoi l'entropie de Manning? C'est que tu prends un point dans le recouvrement universel, tu définis cette quantité H qui est égale à la limite quand R tend vers infini de 1 sur R log volume BR. C'est ça l'entropie de Manning. Et bon, Manning l'a démontré pour les, comment dire, en courbe négative, que ce truc représente l'entropie et ça ne dépend pas du point P. Et dans le cas des points de l'exemple de nos surfaces aussi, il y a Frey-Magnier qui démontre aussi que ça représente l'entropie topologique du flot géodésique. Après, je vais définir l'entropie topologique. OK, ça, c'est une quantité qui mesure la croissance des boules dans le recouvrement universel. OK? Et à partir de là, je vais définir les séries de points carrés. Cette quantité, tu prends S dans R, P et Q, 2 points sur la variété, et tu as P, S, P, Q. Et gamma Q. OK. Ça, là. Et dans les espaces qui sont hyperboliques au sens de Gromov, il y a ce truc. Bon, je ne vais pas démontrer ce truc, c'est des papiers et aussi ce n'est pas l'objet de notre cours. Je vais juste utiliser ça pour construire la mesure. Quand l'espace est hyperbolique au sens de Gromov, on l'a ici aussi, l'hyperbolicité au sens de Gromov. Donc, on a PS, PQ qui est fini quand S
est plus grand que h, ce h-là. C'est pourquoi j'avais besoin d'introduire le h, et qui est infini quand s est inférieur ou égal à h. Et Gromov, au sens hyperbolique, le truc plus simple à réfléchir ici, sur ce cas, c'est que si tu prends n'importe quel 3 points sur le recouvrement universel, si tu prends les géodésiques qui joignent ces points, tu peux toujours trouver des cylindres le long des géodésiques. Ça, c'est des cylindres, OK? Tels que tu trouves des cylindres, tels que tu remplis le triangle. Et ici, on l'a à cause du correspondance de Morse. Quand on a une métrique à courbée négative dans le background et on utilise le lemme de Morse, on peut voir que c'est Gromov hyperbolique. C'est-à-dire que courbure et Morse correspondance Gromov hyperbolique. OK? Oui. Non, quand S égale à H, ça diverge. Ça s'explose à l'infini. Ici, c'est large. Ici, c'est strict. Au moins pour le groupe fondamental, OK? Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser pour construire des mesures qui sont supportées dans le bord. Parce qu'on veut que ce truc s'explose en H. Frère Magnier, ils ont dit que ça représente la topologie dans le cas. Manning l'a fait à courbure négative, sans point conjugué. Ils disent que cette même quantité représente l'entropie topologique, sans point conjugué. OK. Oui, je vais parler de ça. Je vais parler de la formule variationnelle. Oui, je vais parler de ça. OK. Maintenant, on fixe x. OK. Je change un peu de notation parce que x est fixe ici et p et q varient. Je vais faire un x et on suppose qu'on a un h un s qui est plus grand que h et on définit cette mesure. C'est 1 sur ps xx. La somme. C'est juste l'idée pour construire les mesures invariantes quand il y a un système dynamique quelconque. Ça, c'est le Dirac delta gamma x. Ça, c'est juste l'idée de construire des mesures invariantes. Par exemple, quand tu as un système dynamique, pour construire une mesure invariante, tu peux faire la moyenne le long de l'orbite. C'est exactement ce qu'on fait ici. Et on met une densité parce que ici, c'est un espace qui n'est pas compact. On met cette densité-là parce que l'espace n'est pas compact. Maintenant, il faut voir, juste en utilisant l'inégalité triangulaire, te donne que cette mesure, c'est une mesure qui est finie, ok?
PXS Pardon? Parce que si tu mets juste X ici, ce que tu as normalisé par ce que tu as. Okay? Si tu utilises l'inégalité triangulaire, tu mets X ici, et tu vois que la mesure est une mesure finie. Donc tu as toujours des limites faibles. Donc, ça remarque. Pour tout P qui est dans M tilde, on a une limite faible, une suite SK qui décroît vers H, et on a nous P, je vais mettre nous P, ok, parce que je ne veux pas mettre X là-dedans, qui est la limite, ok, nous PX SK. Il y a une limite faible parce que la mesure est finie, c'est une mesure de probabilité si vous voulez, et cet espace est compact à nous P. Okay. Maintenant, c'est cette famille de mesures-là qu'on appelle les mesures de Patterson-Sullivan. Et il y a cette proposition qui donne les propriétés. Il existe une suite SK qui décroît vers H, telle que on a nous PSK, X converge faiblement vers nous pas pour tout P. L'idée de ça, c'est juste dire qu'il y a une suite qui marche pour tout P. Parce qu'ici, vous pouvez voir que la suite va dépendre de P. Okay? La première partie de cette proposition, c'est de dire qu'il y a une suite qui marche pour tout P. P dans M tilde. Et plus, on a trois propriétés qui sont et cette famille de mesures-là. P qui est dans M tilde satisfait trois propriétés qui sont très importantes. L'une, c'est quoi? C'est gamma, on appelle gamma équivariante. C'est quoi? C'est que nu gamma P, gamma A, c'est égal à nu PA. Pour tout gamma, dans gamma et A dans le bord, un borélien du bord. Okay? Ici, il faut voir que la mesure est supportée vers le bord, quoi, parce qu'on a normalisé par l'ensemble des points d'accumulation, c'est le bord. C'est S1, c'est pas comme les exemples que Cher avait. Ici, on a un groupe qui est un peu plus nice. Okay. C'est gamma équivalent. Cette propriété, c'est importante pour construire des mesures qui sont invariantes par le flot géodésique. Okay. C'est une propriété importante pour ça. Et on a une deuxième propriété qui te dit que les familles de mesures là sont, comment dire là, sont absolument continues par rapport à D nu P sur D nu Q.
c'est exponentielle de moins HB P Q Z. OK? Il y a la dérivée de Randon-Nikodym. Ne sont pas singulières, les mesures par rapport à l'un par rapport à l'autre. Et c'est quoi? C'est que ces mesures sont supportées, le support de ces mesures, c'est tout le bord. Support pour tout P dans M2. Ça, c'est important. Ça, c'est important pour montrer que la mesure est invariante par le flot géodésique. Ça, c'est important pour calculer l'entropie de cette mesure, pour dire que l'entropie réalise l'entropie topologique. H ici, c'est ça. C'est le H que j'avais là-bas. Et ça, c'est important pour construire une mesure qui est supportée sur tout l'espace unitaire tangent. Par exemple, c'est une mesure qui donne une valeur positive à chaque ouvert de l'espace tangent. On a besoin de ça. OK, on va démontrer cette proposition. À partir de cette expression-là, on peut voir que si tu prends... Hein, SK, c'est une suite de nombres qui tend vers H. Parce que c'est une suite qui... oui, c'est juste une suite qui approche H. Alors, cette affaire-là, cette banque-là, c'est quoi là? Ça ressemble à l'union du Provorov, non? Lequel? Lorsqu'il SK est croix vers H. Vous avez une convergence en bio. Oui, c'est juste dire que la boule est compacte dans le Weak-Star topologie. La boule, faiblement compacte, oui, c'est ça. Oui, c'est juste dire que la boule est faiblement compacte. Parce que là, tu as une suite, il y a une sous-suite qui doit converger. Parce que... C'est la convergence... les mesures, oui. Oui, qui est faible étoile, oui. Oui. Tu dois évaluer à une fonction qui est l'intégrale de... Ouais. Ce que je disais, c'est que si tu prends gamma P X S de gamma A, pourquoi? Parce que, regarde, si on met ici gamma P, on va mettre ici, OK. Utilisons bêta parce que, OK, je vais utiliser gamma. Je vais écrire, c'est quoi ça? Ça, c'est 1 sur P X XS, la somme. OK, ici, je vais utiliser alpha, qui est dans gamma, pour ne pas confondre l'exponentielle de moins S distance entre gamma P alpha X, n'est-ce pas? OK. Dirac delta alpha X appliqué à gamma A. OK. Et là, je peux juste mettre le gars là-bas. Donc, j'aurai gamma moins 1 alpha X. Et là aussi, je peux faire de même pour le Dirac delta. Gamma moins 1. Et je peux réindexer cette somme, appeler ça bêta si je veux. Et ce sera la somme de trucs qui est exactement ça. OK? Donc, on a le fait que c'est gamma équivariant pour les éléments de la suite. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que cette propriété qu'on a pour tout P, on a une suite. On peut l'avoir pour tout compact. OK? On peut avoir pour tout compact K, on peut trouver une sous-suite qui marche pour tous les éléments de K. On peut trouver une sous-suite, ou bien une suite, OK,
une suite SK telle que, comment dire encore, nu P SK X tend vers faiblement étoile vers nous P pour tout P dans K. C'est juste la compacité. Tu peux avoir une sous-suite. Et là, on peut utiliser le fait que c'est gamma équivalent à ce niveau pour dire que cette sous-suite on peut l'utiliser pour tous les gamma K. N'est-ce pas? Okay. Cette propriété-là, étoile, nous dit que gamma, la même suite, marche pour gamma K, pour tout K, pour tout gamma dans K, ok? Dans gamma, pardon. Parce que c'est gamma équivalent, ok? À ce niveau. Et là, comment dire encore, c'est compact quotient. Le quotient est compact, donc on peut avoir ce truc-là, c'est compact. Donc, on peut juste le vérifier sur K, qui est le domaine fondamental, et on utilise les gars pour dire que c'est vrai pour tout. Okay. Ça a un sens? OK. OK, donc on a la suite, la première. On a la suite qui marche pour tout élément de M tilde. Donc, parce qu'on peut trouver une suite qui marche dans un compact, et on utilise le fait qu'on a gamma équivalence là-bas. OK. Et maintenant, la deuxième, cette propriété A découle de star, n'est-ce pas? Implique A, n'est-ce pas? OK, pour pouvoir B, je vais faire un sketch et je vais vous dire c'est quoi les détails qui manquent. Par exemple, si on écrit c'est quoi la mesure? Nous PXS. C'est égal à nous PXX. Et cette somme OK. L'idée, c'est d'ajouter et de retrancher Q gamma QX. Tu peux écrire ça comme ça, sur PXXS. L'exponentielle de moins S, la distance entre P gamma X, et je retranche la distance Q gamma X, et après je l'ajoute, je vais l'écrire moins S distance Q gamma X, delta gamma X, comme ça. Et c'est quoi ça? Pour voir cette quantité, OK, les points d'accumulation de gamma, c'est dans le bord. Donc, on doit réfléchir sur cette famille-là. Les gamma, ça va tendre vers un élément du bord, OK? Va s'accumuler là-bas. Donc, on peut voir, ça c'est un fact. Je vais vous dire, ça découle de quoi? Si tu as la limite quand Z tend vers C, qui est un élément du bord, de la distance PZ moins QZ, ça c'est exactement le Boltzmann function, BP. Ça, OK. Si vous voulez, ça découle du fait que les horosphères, on peut les obtenir comme des limites de sphères. Okay? Les horosphères que j'avais là, c'est des limites de sphères. Par exemple, si tu prends la sphère qui est centrée à Z,
OK? Et de rayon distance entre P et Z. Et quand Z tend vers un point du bord, ça va converger sur le compact topologie, OK? Compact topologie. Q, c'est dans un compact. P et Q, tu peux les mettre dans un compact. Ça découle du fait que horosphères sont des limites de sphères. Est-ce que tu es en train de dire que quand tu fixes P et Q, Oui. si tu regardes la fonction x, donc distance de P à x moins distance de Q à x, elle s'étend en une fonction Effectivement. de rectification. Effectivement. Oui, il y a un lemme à montrer. Oui, oui. Oui. Tu dis c'est les eurosphères, c'est les univers, mais il y a un lemme à montrer. Oui, tu peux... Au moment où tu as défini les fonctions de Guzman, voilà, il y a ça que tu fais. Oui, mais ça découle aussi. Le lemme est équivalent à montrer que les eurosphères sont des limites de sphères. Oui, il faut le montrer, oui, c'est ce que je dis. Ouais. Il y a un truc à montrer, oui. C'est pas évident. OK? Et du coup, on peut voir que la quantité qu'on a ici, OK, j'ai pas mis, on devait appliquer à une fonction, prendre l'intégrale et voir que la densité qu'on aura ici, c'est Bousman, la fonction de Bousman, ici on a H, et ce qui reste, ce sera juste nu Q. OK? OK? Parce que ça, cette somme, c'est juste nu Q. Et ce que tu as ici, c'est la densité maintenant. Le Rano-Nicodème, la dérivée de Rano-Nicodème, de nu Q sur nu Q. OK? C'est convaincant, ça? Plus ou moins? OK. Et maintenant, pour la dernière, le fait que la mesure... Excuse-moi, juste une chose. Vous avez dit M tilde divisé par oui, oui. Donc là, c'est pour ça que la suite marche ou bien... C'est parce que je peux avoir une suite qui marche sur le domaine fondamental, qui est compact, ou bien la danse. C'est parce que c'est compact. C'est compact, oui. La même suite marche. La même suite marche dans le compact et tu utilises la première propriété. Attends, c'est juste pour mettre ici, car M tilde sur gamma est compact. Oui. It's the reason why. Oui, car, ouais. OK. Merci. OK. OK. Et oui, pour la dernière assertion qui est le support. Si on suppose que cette mesure, le support n'est pas tout le bord, disons pour C, on suppose par contradiction que il existe un ouvert du bord, ouvert, tel que nous P de U égale 0. Okay? Du coup, si nous P de U égale 0, donc c'est nous gamma P de gamma U égale 0. C'est égal. Et on sait qu'on peut utiliser B maintenant. B. Parce qu'on peut voir que c'est fini. Ce sont absolument continus par rapport à... Donc, cela implique que nous P gamma U égale 0. Et donc, nous P de la réunion, c'est 0. C'est 0. Et bon, ici, je dois utiliser un truc que je n'ai pas démontré, c'est que l'action est transitive dans le bord. L'action de Gammon est transitive. La réunion, c'est sur les gamma. Oui, c'est sur les gamma. Et ça, c'est tout le bord.
qui donne une contradiction. Donc ça, c'est des mesures qui sont supportées partout, qui satisfont ces propriétés. Les densités, c'est les horocycles de Boozman et c'est gamma équivalent. Oui. Maintenant, ce sont cette famille qu'on va utiliser pour construire des mesures maintenant qui sont dans l'espace unitaire tangent. Ok, ça c'est la fin de la proposition. Maintenant, on va construction. SM, l'espace unitaire tangent. D'ailleurs, premièrement, on définit une mesure dans le produit, soit mu, une mesure le produit. J'utilise cette notation pour dire que c'est le produit moins la diagonale, pardon, oui, moins la diagonale, c'est ça. Et j'utilise cette mesure du mu si eta, qui est définie par exponentielle de h multiplié par le produit de Gromov eta d nu pi psi d nu pi eta. Ah. Oui, gamma p, oui. Non, mais c'est venu. Oh, sorry. Pardon, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, on définit cette mesure, qui est une mesure qui est définie dans le bord. Maintenant, on va ramener cette mesure à l'espace unitaire tangent, avant ça, on définit une projection. Okay. On définit une projection PR qui va de l'espace unitaire tangent vers le bord moins la diagonale, qui est M tilde. C'est clair que cette mesure est gamma équivalente aussi. OK? C'est gamma équivalente parce que... Invariante, pardon. C'est ce que je devais utiliser. OK, pardon. Donc, équivalent, vous remplacez par invariant. OK. OK, c'est ça. Et ça, c'est la projection qui envoie... Tu vois, ça envoie... V, ça envoie juste aux deux points qui sont CV moins infini et CV plus infini. Ça, c'est le point du bord qui représente le rayon CV, C moins V, et ça, c'est le point qui représente CV. OK? Tu as ici, tu prends un vecteur, tu prends la géodésique, ça définit deux points du bord. V, c'est V moins infini et c'est V plus infini. Comme ça. J'ai combien de temps? Quand vous allez faire. Quand... J'ai combien de temps? Non, j'ai décrété que vous avez encore 20 minutes. 20 minutes, ah, OK. OK. Et de là, il y a un problème. On a un problème ici parce que cette application-là n'est pas injective. OK? Du fait de la possibilité que tu as des trucs là, le cylindre. OK? C'est pas injective, mais ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'on peut en quelque sorte négliger ces cylindres. Ces cylindres n'ont pas d'entropie, n'agissent pas beaucoup sur le système. C'est pas ça que tu veux dire. Pardon? C'est pas ça que tu veux dire, elle n'est pas injective puisqu'elle tue le flot géodésique. Cette application, elle tue le flot géodésique. Ah oui, je dois mettre le quotient ici, par les flots. Oui, je dois mettre le quotient, oui, je dois mettre le quotient, oui.
Bien sûr, si tu prends V et le flot de V, c'est différent. Oui, oui. Non, non, quand tu mets le quotient ici, l'espace géodésique. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu peux, OK, par les géodésiques, quelque chose comme ça. Et ça, c'est l'espace des géodésiques, OK? L'espace des géodésiques. OK. Pardon. Quand vous dites qu'il peut y avoir des cylindres, puisque vous pensez à quoi? Vous pensez à votre... Le strip là, le truc. Oui, oui. Donc, tous ces géodésiques définissent les mêmes points au bord. Donc, quand tu prends n'importe quel de ces géodésiques, ça en va au même point. Donc, ce n'est pas injectif. C'est ce que je veux. Mais ce que tu as dit, l'espace des points des deux mêmes cibles, dont la préimage contient plus d'un élément, et te mesure nul pour la mesure nul. Oui, ouais, c'est ça. On va parler de ça. Peut-être pas aujourd'hui, mais oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On peut ignorer ces géodésiques, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, on va définir maintenant une mesure qui est dans l'espace unitaire. Ça, c'est défini dans le bord. On définit une mesure soit nu tilde. Mesure définie sur S M tilde. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un borélien et on prend l'intégrale le long de la projection vers A. OK, je vais dire c'est quoi ça? Si état de A. Je vais dire c'est quoi ça, OK? Fois D mu si état. C'est ça la mesure qu'on a définie. Ça, c'est la longueur qui réalise le maximum. Par exemple, j'ai l'ensemble A qui est ici. J'ai les deux points au bord, si état. Et j'ai la géodésique qui passe par A, bien sûr, parce que si et état, c'est dans projection de A. Et je prends la longueur de cet élément qui intersecte A. Ça, c'est A. Et ça, c'est la longueur de la partie de la géodésique qui intersecte A. OK? C'est ça. C'est ça lambda si état de A. Je dois dire lambda, je ne dois pas dire A ici. Je dois dire lambda si état, pardon. Bon, il y a A aussi qui est... Parce que, oui. S'il y a plusieurs, on prend le maximum. Ça marche toujours. S'il y a plusieurs, il peut y avoir plusieurs, on prend le maximum entre ces gars-là, pour définir ça. Si le maximum est réalisé plusieurs fois. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une possibilité. On a montré dans l'article qu'on peut faire un choix mesurable global. Il y a un choix mesurable global qu'on peut faire. Mais de toute façon, quelque part, si tu es capable de montrer cela, que tu as mentionné que
la mesure ne voit pas les points de détermination. Oui. Que tu peux intégrer. Oui, bien sûr. Oui. C'est pas difficile de montrer, en fait. Ok, peut-être pas aujourd'hui. Mais dans le jeu, on a l'impression qu'on a une chose qui ressemble à une désintégration de mesure. oui. Comme si à l'intérieur là, pour désintégrer votre mesure. C'est intéressant le fait que la mesure, c'est une mesure de produit. D'accord. La manière dont c'est défini, c'est une mesure de produit. Et ça, c'est l'outil principal qu'on a besoin ici. C'est en quelque sorte une désintégration de la mesure, là-bas, que tu vois. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas s'en passer pour montrer que c'est mélangeant. Le fait que la mesure a cette structure de produit. Oui. Et ça aussi, on peut voir que c'est une mesure qui est sigma fini et c'est également invariant, donc ça descend vers le quotient. Okay? Nu tilde est sigma fini et gamma invariant. Alors, définir une mesure de probabilité, sur SM. Et maintenant, c'est cette mesure qu'on va montrer que c'est la mesure qui maximise l'entropie. L'un des théorèmes qu'on va démontrer. J'ai encore combien de temps? Ok. 10 minutes. Ou bien? Ok. Ce que je veux dire, c'est que on veut montrer que cette mesure réalise l'entropie. C'est quoi la mesure qui réalise l'entropie? Il y a le truc de variationnel, principe du comment on dit variationnel principle? Principe variationnel. Oui. Principe variationnel. Que dit le principe variationnel? Il te dit que l'entropie topologique, l'entropie que j'avais définie là-bas, l'entropie de Manning, c'est réalisé par le suprêmum des entropies métriques telles que mu et invariant. C'est ça dont vous parlez tout à l'heure, Jeff. Attends, j'ai pas même défini c'est quoi. Une mesure invariante, je ne l'ai pas définie. Disons, on a notre flot géodésique qui est comme ça. Notre flot géodésique F, je l'écris comme ça, Ft, qui agit vers l'espace unitaire tangent. Cher l'a défini hier. Tu prends un vecteur et FTV n'est rien d'autre que la dérivée CV de T. OK? Tu prends un vecteur, tu vas, V, c'est ça, FTV. Tu prends le long de la géodésique et tu prends la dérivée ici. Mu est F invariante. Si mu de A égale à mu de F moins TA pour tout A borélien dans SM et T dans R. C'est ça une mesure invariante. Bon, la mesure qu'on a construite ici, c'est une mesure invariante parce que c'est gamma invariant et le gamma commute avec les géodésiques, okay? Avec le flot géodésique. Okay? C'est des isométries. Et oui, cette application-là, ok, je n'ai pas encore défini l'entropie métrique. Ok, l'entropie métrique, c'est quoi? Par exemple,
tu as une partition mesurable de l'espace. Tu veux savoir l'information que tu as par rapport à la mesure, étant donné cette partition. Par exemple, si tu as P une partition de SM, on peut voir l'entropie par rapport à une mesure de la partition. C'est quoi? C'est moins la somme de mu alpha log mu alpha. C'est les gens qui font théorie d'information utilisent beaucoup cette quantité. C'est ça l'entropie de la partition. Il n'y a pas encore le système dynamique qui apparaît ici. Maintenant, pour faire apparaître le système dynamique, tu fais ce qu'on appelle, ok, peut-être tu rends la partition plus fine en utilisant, par exemple, tu peux définir Pn. Ah, ok. Personne connaît? On connaît l'entropie? Ok. Donc, je dois prendre mon temps. Et je n'ai pas de temps. De toute façon, on a l'entropie. Tu peux définir ça, la partition égale 0 à n-1 de f moins j de p. C'est quoi? Tu prends l'intersection. Un gars qui est ici, c'est l'intersection. Si tu as alpha qui est dans Pn, c'est juste alpha, c'est écrit comme intersection de f moins j de alpha n. Je vais mettre alpha n ici. Tu peux définir le joint de deux partitions peut-être? Pardon? Tu peux faire un dessin et définir le joint de deux partitions? Oui. Prends ton temps parce que là c'est vachement dur. Ouais. Je connais ça par cœur. Attends. Je pense que là tu vas vraiment trop vite. Peut-être j'ai pas le temps. Du coup, je vais essayer. T'as vu, j'ai ralenti un moment, on a dit que mais peut-être je vais revenir là-dessus. Il faut donner une référence. Il faut dire, bon, allez voir Rufus Bowen. Ouais, c'est aussi une référence. Maintenant, je voulais juste terminer par une remarque que quand on a l'espace qui est compact, cette fonction-là, mu qui donne h mu, c'est semi-continu supérieurement. Et tu as toujours un maximum, mais le problème qu'on a, c'est l'unicité. OK? Et semi-continu. Et semi-continu supérieurement. Et semi-continu supérieurement, donc le supplément, on a toujours la mesure d'entropie maximale existe. La mesure d'entropie maximale existe toujours. Existe. Donc le problème qu'on a, c'est l'unicité, ok? Le problème, c'est l'unicité. Ok? C'est ça le problème. Parce qu'on a construit une mesure. Bon, on va montrer que l'entropie de cette mesure, quand j'applique cette machine, l'entropie de cette mesure, c'est juste... bon, le prochain cours, on aura un lemme qui te dit que H nu, le nu qu'on a construit là, c'est Patterson-Sullivan, ok? C'est exactement H, l'entropie topologique de Manning. Et quand on a l'unicité, on va utiliser un truc de Bowen pour montrer l'unicité. Donc, la mesure qu'on a construite là, c'est la seule mesure qui réalise l'entropie. Et oui, je pense qu'il n'y a pas... je n'ai pas le temps pour dire grandes choses. Peut-être le prochain cours, je vais essayer sur ça et aussi montrer que utiliser le fait que la mesure a cette structure de produit. Utiliser, c'est un argument de Babilo, qui est un argument très, très joli pour montrer que le flot est mélangeant. Par exemple, prochainement, on va montrer que est mélangeant. Ça utilise le birapport dans le bord, qui est un argument très joli, je l'aime beaucoup. Et de là, on va faire je vais expliquer le comptage. Je vais essayer d'expliquer le comptage. Ça, c'est le jeudi, OK? Yeah.
Ah oui, c'est ça. Bon, pourquoi j'ai insisté sur cette construction? Parce que pour utiliser l'argument de Babilo, pour montrer mélangeant, on a vraiment besoin de ça. On pouvait montrer l'unicité sans passer par... Bon, on peut montrer l'unicité, mais la mesure qui est construite, on n'a aucune information sur la mesure. C'est juste la construction de Bowen qui te dit que tu as spécification, tu as expansivité, tu as l'unicité. Mais on n'a aucune structure sur la mesure. Maintenant, dire que la mesure est donnée par ça, c'est quelque chose qui va nous aider à montrer que c'est mélangeant et après faire ce qu'on veut faire. OK, je pense que j'arrête ici.